Bonsoir, je vous souhaite bienvenue. C'est une période un peu particulière en ce moment. Merci d'être venus aussi nombreux. Et ce soir, on a la chance d'avoir une célébrité qui va nous faire une conférence. Il a une double casquette. Il est responsable du service d'imagerie du groupement hospitalier Saint-Joseph-Marie-Langues. Et en même temps, c'est un grand artiste, tout le Paris, et même il est connu internationalement. Donc on est doublement honoré ce soir pour recevoir notre ami Archie, qui va nous parler de l'imagerie IRM 4D. Archie, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très honoré de recevoir mon ami ce soir. Et je te laisse la parole. Bonsoir, merci de m'avoir invité, Mehran. Merci à vous d'être ici. Donc on va parler d'IRM cardiaque et de flux 4D, les derniers progrès, disons, qui ont été faits sur le l'IRM cardiaque et le flux. Certaines personnes ici ne savent peut-être pas comment marche l'IRM, donc je me suis dit je vais faire un petit rappel sur l'IRM. Désolé, ça siffle un peu, je crois qu'il faut baisser un peu le gain. Pour ceux qui savent, comme rappel, l'IRM est l'imagerie par résonance magnétique. Donc il n'y a pas de rayon X, ce qui est très bien. Donc ce sont des ondes magnétiques. En fait, on va on va mettre le patient dans un aimant et on va essayer de balancer les protons du patient, et vous savez qu'on est rempli d'eau, on est fait à 69% d'eau. On va avec du bruit, donc en fait de la radiofréquence, mettre tous les protons de notre corps dans un sens, et selon que les protons se trouvent dans de l'eau, dans de la graisse ou ailleurs, en se relaxant, ils produisent un certain signal, et on utilise ce signal pour faire notre image. On peut faire ces images qui vont être assez incroyables sans injecter du gadolinium, qui est le produit de contraste. Donc en IRM, on n'injecte pas de l'iode, mais du gadolinium. Mais aussi on peut améliorer certains paramètres de l'image en injectant du gadolinium. Donc pour parler tout de suite de l'imagerie cardiaque, vous voyez, on arrive à avoir une imagerie fonctionnelle de notre cœur. Donc ça, c'est le cœur comme vous l'imaginez. Et par exemple, pour voir comment fonctionne le moteur, pour bien évaluer le moteur, on le coupe en rondelles de saucisson, ici comme vous voyez. Et comme ça, on a de l'apex jusqu'à la base, toutes les tranches du cœur, et on peut aller, ça c'est le ventricule gauche, là le ventricule droit, mesurer les volumes du ventricule gauche et les volumes du ventricule droit en diastole et en systole, ce qui permet en fait de bien évaluer la force du cœur, donc la fraction d'éjection, mais aussi les volumes d'éjection de votre cœur, ce qui est important, on va le voir par la suite. Alors ça a fait que c'est devenu l'examen de référence, et non invasif d'ailleurs, pour faire cette évaluation. Donc non seulement c'est reproductible, mais en plus ça n'irradie pas, et on compte dessus. Donc c'est vraiment la méthode de référence pour faire ce genre de mesures sur la puissance en fait de votre cœur et les volumes du cœur. Mais c'est un peu pénible à faire. Ce qui fait qu'à bac plus je ne sais combien d'années, on se retrouve à faire des ronds. Les internes qui sont ici peuvent en témoigner. Et ils sont réduits en esclavage pour faire des ronds de façon très minutieuse pour pouvoir faire cette évaluation de façon précise. Heureusement maintenant, comme dans tous les domaines, l'intelligence artificielle s'en mêle et il essaie de reconnaître les ventricules, sauf que nous, c'est pas juste un chat, les ventricules, avec la respiration, ils bougent, et avec la diastole et la systole aussi, ils bougent et ils changent de forme. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, mais ils arrivent à le faire maintenant, ils sont entraînés sur des milliers et des milliers de cas, et ils arrivent à faire cette évaluation de volume qui sort de notre ventricule gauche.
Ça, c'est une étape assez importante pour ce que je vais dire après, on va voir après pourquoi. Surtout parce que nous, on s'intéresse au flux, et le moteur de ce flux qui va arriver dans le vaisseau, c'est le cœur. Donc le flux, c'est le courant sanguin qui va être dans le vaisseau après dans l'aorte, et c'est depuis les années 80, fin des années 80, parce que le début de l'IRM c'est déjà les débuts des années 80. Dès les fins des années 80, on s'est intéressé à mesurer les flux en IRM avec des séquences de contraste de phase, ça s'appelle. Donc en fait, par exemple, si on a notre... Je sais pas pourquoi ça marche pas. Si on a notre aorte, ici, on choisit un plan perpendiculaire à notre vaisseau, comme certains le font en écho-Doppler, et en se mettant de façon perpendiculaire, on va avoir deux images, une image qui est une image anatomique, et une autre image qui est une carte de vélocité. Ça veut dire que partout où vous vous mettez ici, vous arrivez à mesurer la vitesse des éléments qui sont dedans. Donc ici, ce à quoi on s'intéresse, c'est le courant sanguin. Donc en entourant par exemple l'aorte ascendante, comme ici, on arrive à mesurer le flux, la vitesse et le sens des flux aussi dans l'aorte. Donc ça c'est, évidemment il y a l'échographie déjà pour faire ça, mais il y a des zones qui sont un peu plus difficiles pour l'échographie, comme l'artère pulmonaire par exemple, ou dans les cardiopathies congénitales, les bébés ou les enfants qui ont des anomalies du cœur depuis leur naissance. Et dans ce cas, l'IRM a montré qu'il était beaucoup plus précis pour mesurer le flux antérograde, ça veut dire ce qui sort. Et des fois, quand il y a une insuffisance valvulaire, ça veut dire que le flux retourne en arrière dans le cœur. Et donc on arrive avec précision, en mesurant l'air sous la courbe, faire le rapport et voir la fraction de régurgitation de ces liquides dans le cœur. Donc c'est assez simple quand on le fait comme ça en mettant juste dans le plan, sauf qu'il y a des cas plus compliqués où on a besoin de faire plusieurs mesures, et plus le cas est compliqué, plus le fait de se positionner dans l'axe des vaisseaux, c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'on a commencé dès les années 90 à essayer d'imaginer toute cette étude de flux en 3D. Ici vous voyez le flux sanguin qui tourne dans l'aorte comme ça, en cercle, en spirale. Et c'était fait ça dans les années 2000, fin des années 90 en fait. C'était des coupes qui faisaient 6 mm. On mettait 1 heure à faire la séquence, on mettait presque une journée à faire le post-traitement pour voir ces images-là. Et aujourd'hui, grâce un peu aux jeux vidéo, je crois qu'il faut cliquer sur l'image. On va faire. Comme vous voyez, vous arrivez à voir le flux sanguin comme ça dans le cœur, dans les vaisseaux, etc. Donc là vous le voyez, mais vous pouvez aller n'importe où et mesurer. Grâce aux jeux vidéo, je disais, on a développé des cartes graphiques très puissantes, et on a pu aussi envoyer toutes ces images et toutes ces données sur des clouds, sur les nuages donc, et là-dessus ça double, ça décuple les puissances de calcul, et on arrive à faire ça maintenant en temps réel. Donc 8 minutes pour faire la séquence, 1,5 mm d'épaisseur, et un post-traitement qui ne prend pas une journée, mais vous le faites en temps réel. Alors comment ça se passe? Tout à l'heure on avait une image anatomique et une image de vitesse. Là on va avoir un volume anatomique et 3 volumes de vitesse dans tous les sens de l'espace. Tout ça on va l'envoyer sur un logiciel ou dans les nuages, et on va faire, parce que c'est beaucoup de procès physiques et mathématiques, on va corriger toutes les erreurs qu'il peut y avoir là-dedans, en étant aidé encore par l'intelligence artificielle, et on va avoir notre visuel sur les courants. Et donc ça c'est assez incroyable, vous allez voir, on voit pour la première fois comment se déplacent les courants dans l'aorte et dans nos vaisseaux. Donc après l'analyse visuelle
on peut aller mesurer à ces différents endroits les flux, leur vitesse et leurs différentes caractéristiques. Donc pour ceux qui ont vu déjà l'éco-Doppler, vous avez vu qu'il y a plein de couleurs. Les couleurs, c'est quand vous avez une accélération, une vitesse rapide, c'est souvent le rouge, et le bleu, c'est pour des vitesses plus lentes. Donc ici, vous voyez ce codage couleur de l'aorte avec une petite accélération ici. Vous pouvez aussi suivre les particules, ça veut dire que chaque élément sanguin, vous pouvez voir les lignes de flux et suivre où vont ces particules. Ils vont dans les trous supraortiques ici, et vous pouvez même mesurer la répartition de ces particules dans ces différents vaisseaux. Vous pouvez aussi aller voir des vecteurs de vélocité, ça veut dire que vous allez voir pour chacun de ces particules exactement dans quel sens ils vont voir. On le verra tout à l'heure plus par des exemples. Et donc là, vous allez avoir de façon compréhensive, vous allez voir ces flux et vous allez un peu mieux comprendre. Donc là, c'est le flux laminaire qui est normal. Donc, dans une aorte normale, tout est tout droit, vous voyez, ça, et le flux maximal, il est centré dans le vaisseau. Mais vous avez aussi des flux qui sont excentriques, comme vous voyez ici, excentrés, ils viennent se cogner un peu contre la paroi de l'artère ici. Et vous avez des flux hélicoïdaux, comme ici dans cette coarctation. Donc ici, vous avez un rétrécissement sur l'aorte, et derrière, vous avez un flux comme ça qui est complètement tressé, qui tourne. C'est un flux hélicoïdal. Une fois qu'on a ce visuel, on peut aller se mettre n'importe où dans le vaisseau et choisir de façon rétrospective dans ce volume l'endroit où on veut mesurer, se mettre vraiment perpendiculaire à l'axe du vaisseau, comme vous voyez ici, et faire des mesures optimales de ce que je disais, donc le flux antérograde, le flux rétrograde, les régurgitations, les pics de vélocité, et avoir donc une idée d'un peu ce qui se passe. Donc les applications cliniques ne se sont pas fait attendre, mais c'est quand même surtout dans les cardiopathies congénitales, qui sont des choses très très complexes, qui ont été toujours un peu difficiles à explorer, surtout quand les gamins grandissent petit à petit. Ils ont eu plein d'interventions chirurgicales, et en échographie, ils n'arrivent pas à tout voir. Et c'est là où c'est utilisé aujourd'hui, et souvent les chirurgiens le demandent avant d'opérer le patient. Mais il y a plein d'autres domaines aussi qui s'intéressent et qui sont en cours d'étude pour essayer de valider par des grandes séries cette technique, qui est très intéressante parce que sur le plan physiologique, on voit à l'œil nu ce qu'on supposait. Avant, quand on avait nos cours, on voyait, on nous expliquait par des mécaniques et des principes physiques et de mécanique des fluides ce qui allait se passer. Là, on voit directement dans le vaisseau ce qui se passe. Ici, c'est une insuffisance aortique, comme vous voyez ici. Donc le sang, il retourne par la valve aortique. Vous voyez qu'il repart ici, et vous avez tout ce sang qui va dans l'aorte, qui revient en diastole. Donc il y a peut-être 50% ici du flux qui revient derrière. Et ça, vous pouvez l'analyser de façon plus fine. Donc on voit toujours cette insuffisance aortique, et en diastole, vous voyez tout ce flux sanguin. Vous arrivez à le voir et le comprendre. En fait, il commence à tourner en spire, comme dans un évier, quand vous enlevez le bouchon, il tourne comme un guide dog. Il descend, et vous voyez ces spires qui commencent à se serrer de plus en plus, et ils font une masse sanguine qui empêche le sang qui ressort après du cœur à aller tout droit. Il est obligé de le contourner, et il vient se cogner ici contre la paroi de l'aorte, et vous voyez ces vitesses hautes qui sont ici, et on comprend que ces gens-là, ils commencent à dilater leur aorte ascendante et avoir des anévrismes de l'aorte ascendante. Et l'autre outil que ce genre de technique nous donne,
c'est d'essayer de calculer le stress pariétal. Ça veut dire le stress que donnent tous ces flux sur la paroi des vaisseaux, dont de l'aorte. Et pour revenir à notre cas de tout à l'heure, ici vous voyez ce flux qui est à très grande vitesse, du coup qui vient se cogner sur l'aorte, et le résultat c'est que vous avez un stress pariétal très important sur cette aorte, ce qui est un risque parce qu'à un moment donné il va commencer à se dilater, et au bout d'un moment, à force d'avoir ce flux qui se cogne contre la paroi, elle peut disséquer et se déchirer. Là vous voyez l'autre partie, ça veut dire on voyait la systole, maintenant on voit la diastole. Donc on voit le flux vertical, donc le vortex, c'est quand, comme on voit ici par les vecteurs de vélocité, le flux sanguin tourne autour d'un même point, vraiment comme un tourbillon, et ça descend dans l'aorte. Donc là on l'a vu dans le cas d'insuffisance aortique, et ici on le voit dans un cas d'insuffisance mitrale, je crois. Voilà. Ici, l'insuffisance mitrale, évidemment, c'est en échographie cardiaque qu'on le mesure, hein, de façon très claire et très facile, mais vous avez des cas très très compliqués. Dans les cas compliqués, comme ici, vous pouvez avoir un flux, par exemple, qui est excentré. Ici, il est complètement vertical. Il monte, donc ils sont pris à défaut, les échographistes, et donc ils demandent notre aide. Et là, à ce moment-là, quand vous voyez ce genre de flux, vous avez différentes manières de venir mesurer et de façon très consistante mesurer cette insuffisance mitrale. Donc ici, comment on peut faire? On peut faire ou une mesure directe en prenant ce flux-là, ou alors, c'est très simple, vous avez ce que j'ai montré tout à l'heure, votre volume d'éjection systolique de votre ventricule, vous savez ce qui sort du ventricule, après vous mesurez ce qui arrive dans l'aorte, donc la différence c'est parti ailleurs, donc c'est parti dans l'oreillette gauche, et vous faites la différence ici par un simple calcul, et vous avez la fraction de régurgitation mitrale. C'est très efficace et ça a été publié pour être finalement une des méthodes les plus robustes pour mesurer ce genre de pathologie. Pour les rétrécissements aortiques ou valvulaires, c'est toujours l'échographie qui est meilleure pour l'instant, et l'IRM n'arrive pas à trouver les mêmes données, ça veut dire des différences de gradient. Par contre, on voit beaucoup d'autres choses, comme ici, vous voyez sur une bicuspidie, ça veut dire une valve aortique qui a juste 2 cusps au lieu de 3, avec un rétrécissement de la sortie valvulaire aortique, ce genre de flux hélical qui sort de l'aorte. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet, ce genre de flux hélical? Beaucoup de gens se sont intéressés à ce genre de flux, et ils ont montré qu'en fait il y a une perte d'énergie incroyable. Ça veut dire que quand vous avez un flux direct et laminaire, vous gardez toute votre force le long du vaisseau. Par contre, quand ça commence à tourner, vous perdez de l'efficacité. Et plus ça tourne, plus cette force hélicale est importante, ce flux hélical est important, plus vous allez perdre de l'énergie visqueuse et cinétique. Là, ici, vous voyez, par exemple, pour une personne qui avait une sténose aortique, entre le point 1 et le point 2, vous voyez, vous avez beaucoup d'énergie qui est perdue. La conséquence, c'est que la perfusion derrière se fait beaucoup plus mal. Donc, plus vous avez d'hélices, plus la perfusion derrière se fait mal. Et avec ces techniques, maintenant, on arrive à le voir et à le décrire. Ici, donc, vous avez cette autre pathologie aortique maintenant. On laisse les pathologies valvulaires et on passe sur les pathologies aortiques, qui est la dissection, avec toujours nous expliquer comment raisonner pour essayer de voir où les vrais chenals et le faux chenal. Maintenant, avec ce genre de technique, vous voyez, on arrive à le voir directement, le vrai chenal ici, avec le sang qui descend, et la déchirure de l'aorte qu'on voit là, et le faux chenal, ça veut dire le nouveau chenal dans lequel le sang circule beaucoup moins bien. Ici, vous voyez que ça tourne à l'intérieur,
forcément quand ça tourne, ça gonfle, et en gonflant, ça écrase le vrai chenal, et de plus en plus, disons, ça se dilate et ça devient un hérissement. Comment on traite ce genre de lésions? On met souvent des endoprothèses. Maintenant, on peut mettre des endoprothèses maintenant pour essayer de faire coller cette dissection, disons cette déchirure aortique. Et là aussi, l'IRM de cas de flux peut aider quand il y a des fuites et où on ne comprend pas la fuite. Ici, vous voyez cette endoprothèse qui est mise à l'intérieur. En passant, c'est du nitinol, donc ça n'artefacte pas beaucoup. On arrive à bien voir nos images et faire nos mesures. Et vous voyez ici la fuite de type 1, ça veut dire qu'en fait il y a une fuite proximale. Il suffit de mettre un autre bout d'endoprothèse ici pour boucher cette fuite. Et c'est ce qu'ils ont fait et ils ont traité le patient. Vous connaissez tous l'histoire des anévrismes de l'aorte abdominale, ce qu'on appelle le silent killer, parce que c'est quand même 4 à 8% des hommes de plus de 65 ans qui peuvent avoir des anévrismes, mais qui sont méconnus, qu'on ne sait pas jusqu'au jour où ça se rompt, et finalement, en général, on est mal barré. Et si on n'a pas diagnostiqué avant, et si on a diagnostiqué avant, après un diamètre de 5 cm, on essaye d'intervenir. Avant, on les opérait, mais maintenant, vous le savez sans doute, on met des endoprothèses aortiques ici par voie endovasculaire, et on exclut donc le sac anévrismal. Là aussi, ça devient cette technique peut être intéressante dans le suivi. Vous voyez ici donc cette endoprothèse qui est en place avec cette dilatation de l'aorte ici, et on voit des zones ici qui sont complètement accélérées, et donc ça veut dire qu'il y a des sténoses dans ces zones-là. Pareil pour la fuite, c'est assez incroyable parce que quand il y a des fuites autour de cette endoprothèse, on voit exactement par où arrive. Donc ici, ce sont par des artères lombaires qu'on voit arriver ces flux sanguins. Il va dans la fuite à côté de l'endoprothèse et il ressort de l'autre côté. Donc on peut... quelque chose qui a disparu. Voilà. On peut voir avec précision et même mesurer ces flux entrant et sortant et planifier donc le geste qu'on va faire. Jusque-là, on n'arrivait pas à le voir, il fallait cathétériser le patient, donc rentrer dans le patient avec des tuyaux pour voir ce genre d'image. Maintenant, on peut le voir avec cette technique d'IRM 4D flux et donc planifier le traitement du patient directement. Là, on rentre dans des maladies un peu plus particulières, c'est la maladie de Takayasu, juste pour montrer la force de ces techniques, pour voir les accélérations et la contrainte qui est sur la paroi aortique dans ces zones d'épaississement de cette maladie inflammatoire que vous connaissez peut-être et qui atteint les gros vaisseaux et les moyens vaisseaux en les épaississant de façon importante. Ici, c'est toujours un patient avec une maladie de Takayasu et des rétrécissements très importants sur ses artères carotides, comme on voit ici. Est-ce que jusque-là, ça va ou... donc on va passer sur des choses un peu plus chaudes, parce que ce sont les cardiopathies congénitales. Donc ça, jusque-là, si vous avez tenu, peut-être que là, ça va être plus chaud. Mais il y a beaucoup de découvertes fortuites, en fait, qui sont faites par ce genre de techniques. On va peut-être moins détailler après les vraies cardiopathies, mais il y a beaucoup de maladies qu'on découvre à l'âge adulte par cette technique-là. C'était un patient qui était venu, qui est un peu du métier, qui avait un problème d'hypertension artérielle. Il est juste venu pour qu'on voit ses artères rénales, et vous voyez plein de collatérales. Et quand on voit plein de collatérales ici, c'est que plus haut, il y a sans doute un rétrécissement qui se passe. Donc j'étais voir plus haut, et vous voyez ici cette coarctation donc, qui n'est pas connue, avec un rétrécissement de l'aorte, comme vous voyez ici.
et vous arrivez à analyser de façon très claire tout le flux. Vous pouvez mesurer les différences et la démodulation de flux dans l'aorte. Et même, vous pouvez aller dans les artères mammaires, parce que comme ça ne passe pas dans l'aorte, forcément ça passe par ailleurs, et donc le flux qui perfuse les membres inférieurs passe par les artères du sein, donc les artères mammaires. Et chez ce patient, quand on mesurait les artères mammaires, le flux dans les artères mammaires, l'ensemble était supérieur au flux dans l'aorte. Là, c'est un canal artériel. Au passage, peut-être un truc plus marrant. Là, c'est un jeune footballeur de 15 ans. On nous adresse forcément beaucoup de jeunes footballeurs. Comme il y a eu des morts subites sur le terrain de foot, on voit pas mal de cas de patients qui ont des palpitations ou des anomalies à l'échographie, et on n'arrive pas à aller plus loin. Donc, j'espère que ça va se mettre en marche tout seul de loin. Donc ici, vous voyez cette dilatation du ventricule droit qui a été vue à l'échographie chez ce jeune patient de 15 ans. Et une des maladies qui donne des morts subites, c'est la dysplasie ventriculaire droite arythmogène. C'est très très redouté parce qu'il y a pas mal de sportifs qui sont morts sur des terrains de foot à cause de ça. Et forcément, l'échographiste avait peur de ça. Donc il nous l'envoie avec cette peur-là. Et nous, ce qu'on trouve, vous voyez ici qu'en fait, c'était pas du tout une maladie du cœur droit, mais c'était juste une communication interauriculaire, donc une maladie congénitale qui n'était pas vue jusque-là. Et vous arrivez avec le flux, voir ce flux qui arrive de l'oreillette gauche, qui se répartit des deux côtés, donc qui fait un shunt gauche-droit, comme on dit. C'est pour ça que ces gens-là, quand ils font beaucoup d'efforts, ils peuvent avoir les lèvres bleues. Et le sang rouge part du côté droit, du côté bleu, en fait. Ici, avec les flèches, vous arrivez à voir le sens du flux. Quand ça se passe bien au début de la pathologie, le shunt se fait de gauche à droite. Et en fait, quand c'est très très évolué, après quelques années, ça crée de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc ça se passe moins bien. Et là, vous pouvez voir chez ce patient à qui on a découvert cette même pathologie beaucoup plus tard, les flèches qui se sont inversées. Donc le shunt se fait de gauche à droite et c'est beaucoup moins bon pour le patient. Là, pareil, vous pouvez venir rétrospectivement. Vos images sont sur les nuages, sur le cloud. Donc si à 3h du mat, d'un coup, vous avez une insomnie et vous ne savez pas quoi faire, j'espère que vous avez de meilleures choses à faire. Mais vous pouvez venir sur votre iPad et faire vos mesures parce que vous avez une nouvelle idée. Et là, vous pouvez vous mettre n'importe où dans ce volume 3D et faire des mesures indirectes ou directes de ces flux pour déduire quel est le montant de ce shunt. Et de cette façon-là, vous donnez des critères pour que ce patient se fasse opérer ou ne se fasse pas opérer. Là encore, c'est un autre exemple de ce même genre de découverte fortuite de maladies congénitales. Ici, c'était un patient qu'on m'adressait à Marie-Lalonde, donc où il y a beaucoup de hypertension artérielle pulmonaire post-embolique, c'est-à-dire après embolie pulmonaire. Et en fait, ce qu'il n'expliquait pas, c'est que l'embolie pulmonaire, qu'on voit peut-être de façon chronique ici, parce que ça s'accélère un peu dans ce vaisseau, n'était pas si importante, et pourtant il avait une HPAP, une hypertension artérielle pulmonaire assez conséquente, importante. Et sur l'IRM de 4 des flux, en faisant nos mesures, on voyait en effet qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et en voyant plus large, vous voyez ce retour veineux pulmonaire anormal qui vient donc du lobe supérieur gauche et qui se jette dans la veine cave supérieure et qui a été responsable de qui contribuait en tout cas à cette hypertension artérielle pulmonaire un peu inexpliquée. Donc là, on va encore vers quelque chose de plus complexe, juste pour vous dire que plus la pathologie est complexe, plus ces flux 4D et cette imagerie incroyable et compréhensive permet de comprendre un peu les maladies et faire des calculs.
Donc là, on arrive sur la tétralogie de Fallot. Vous connaissez peut-être. Enfin, je vais juste voir les points qui sont intéressants avec cette technique par rapport à cette maladie. Dans cette maladie, en fait, on va opérer les patients parce qu'ils ont un rétrécissement de l'artère pulmonaire et on enlève la valve. Donc, pendant longtemps, on suit ces patients pour essayer de voir s'ils ont une fuite pulmonaire importante ou pas. Or, la fuite pulmonaire, jusque-là, on les mesurait, comme je vous le montrais, à l'aveugle. Et maintenant qu'on a ce flux 4D, vous voyez, ici, sur cette artère pulmonaire, qui est un peu anévrismale, on voit qu'on a un flux vertical très important, donc beaucoup de turbulence dans cette aorte. Et si on fait notre mesure pile dans cette zone de turbulence, on va avoir des mesures qui sont fausses, alors que si on le fait juste avant ou juste après, en évitant ces zones de turbulence, en fait, on fait une mesure qui est finalement beaucoup plus vraie. Une fois qu'on a fait nos mesures et qu'il fallait peut-être mettre des valves, vous savez que maintenant on fait tout par voie percutanée, beaucoup de choses de l'intérieur en passant par les artères fémorales ou les veines fémorales. Ici c'est pareil. On avait eu Dr Azmoun qui nous avait parlé des TAVI, donc des valves percutanées aortiques. Là c'est la même chose sur la voie pulmonaire et vous voyez qu'on peut évaluer ça en flux KD. Après, on n'a pas beaucoup d'artefacts et ça se voit très bien si jamais il y a une fuite. Là, c'est un cas de fuite tricuspide avec un cœur qui palpite pour vous parce que vous n'êtes pas découragé, vous avez tenu jusque maintenant. C'est topo très technique. Et là, pareil, vous pouvez aller mesurer de façon directe et indirecte, je vais passer dessus, ce genre de pathologie, et surtout après qu'on ait mis une bioprothèse. Et là, les échographistes étaient très gênés avec les artefacts que la bioprothèse mécanique ou bioprothèse m'était générée en échographie. Là, en IRM, on arrive à bien voir le flux en flux 4D et faire nos mesures de façon assez efficace. Bref, je vais passer plus vite sur les cardiopathies congénitales encore plus complexes comme les transpositions des gros vaisseaux où on fait plein de chirurgies particulières et on arrive à voir si les flux se font de façon normale ou si, comme vous voyez ici, il y a des accélérations sur les branchements qu'on a fait, donc des rétrécissements ou des sténoses. Et peut-être que là où le flux 4D a changé la vie vraiment des gens et des patients, c'est chez les patients qui ont un ventricule unique. Il y a des gens des bébés qui naissent avec un seul ventricule, et vous savez que c'est pas viable un seul ventricule, et ils sont opérés à la naissance ou à 14 jours de leur ventricule unique, et on fait plein d'interventions pour remettre les choses dans l'ordre, et l'IRM de flux 4D permet de revoir et réévaluer ces différentes connexions qui ont été faites en prenant chaque branchement une par une. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, par exemple, que quand certains branchements faisaient que, certains types de branchements faisaient que le sang, par exemple, qui venait du foie, partait chez certains patients d'un seul côté, vers l'artère pulmonaire gauche, par exemple, ou ici vers l'artère pulmonaire droite, alors qu'il devrait avoir une distribution harmonieuse. Or, le sang qui vient du foie comporte des facteurs anti-angiogéniques. Donc, s'il part que d'un seul côté, de l'autre côté, on a, comme chez cette patiente, des fistules artério-veineuses qui commencent à se mettre en place et faire plein de pathologies pulmonaires et circulatoires, et donc vol, disons, du sang pour rien dans ce territoire-là. Et ces observations ont fait qu'on a changé complètement la chirurgie de ce genre de patients en voyant sur le flux 4D ce genre de remarques. Et on fait donc
des pontages en Y, on essaie de les brancher pas en face tous les uns des autres pour créer des turbulences, mais de faire des branchements séparés et de les réévaluer après une par ce type de flux 4D. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous montrer que c'était quand même une technique qui permettait de voir de façon très complète et compréhensive en fait les flux sanguins un peu partout. En fait, on peut le faire dans les mains, dans le cerveau. C'est pas mal utilisé aussi pour voir les anévrismes cérébraux et essayer de voir la contrainte pariétale dessus. Il y a pas mal d'études pour essayer de voir si on arrive à identifier les anévrismes cérébraux qui sont à risque de rompre ou pas. Et les applications pour l'instant se multiplient. C'est pour l'instant dans la cardioplégie congénitale où il y a beaucoup de choses qui sont validées, mais dans les autres domaines c'est en cours de validation. Et si vous voulez aller plus loin, mince, il y a un article qu'on a fait mais qui est disparu, mais il y a la référence ici où il y a pas mal de choses basiques pour commencer à en faire si vous avez envie d'en faire. Merci de votre attention. Merci à tous.